L'insécurité est comme une cage sans barreaux. Tu ne la vois pas, mais tu la ressens chaque fois que tu veux avancer. Tu fais un pas et quelque chose d'invisible te tire en arrière. Il n'y a pas de chaîne, pas de cadenas, mais ça t'arrête quand même. Et le pire, c'est qu'avec le temps, tu apprends à l'appeler prudence, à justifier ta paralysie par des excuses élégantes, à déguiser ta peur avec de la logique, alors qu'au fond, tu sais que ce qui te retient n'est pas la réalité. C'est ta voix intérieure qui te répète que tu n'es pas assez bon. Mais écoute-moi bien, tu n'es pas né insécurisé, tu as été modelé par des commentaires blessants, par des comparaisons constantes, par des erreurs mal digérées que tu as transformées en vérités absolues. Ce que tu appelles aujourd'hui personnalité est souvent juste une réaction accumulée à des blessures non résolues. Et si tu l'as construit, tu peux aussi le démonter. Avec de la douleur, oui. Avec du courage aussi. Mais surtout avec une pratique quotidienne et une direction philosophique claire. Ce n'est pas une autre vidéo de motivation. C'est une confrontation directe avec ce qui te retient. Ici, tu n'entendras pas de mots doux pour te calmer. Ici, nous allons gratter la blessure pour qu'elle cicatrise enfin. Parce que la confiance n'est pas sourire devant le miroir, ni répéter des affirmations vides. La confiance, c'est agir quand la peur crie, c'est parler quand avant tu te taisais, c'est regarder ton histoire en face et décider que tu ne seras pas sa victime. Nous allons parcourir 8 principes stoïciens qui ne sont pas de la théorie, ce sont des outils vivants. Tu vas apprendre à lâcher le perfectionnisme, à vivre avec urgence, à accepter le changement, à te gouverner, à remettre en question tes croyances, à lâcher le contrôle de ce qui n'a jamais été à toi, à te connaître avec une précision chirurgicale et à arrêter de demander la permission d'exister. Et si tu restes vraiment jusqu'à la fin, tu ne te sentiras peut-être pas plus fort, mais certainement plus éveillé. Et quand on s'éveille, l'insécurité ne gouverne plus, je te l'assure. 1. Libère-toi du poids de vouloir tout faire parfaitement. Essayer de vivre dans la perfection, c'est comme essayer de remplir un verre sans fond. Peu importe combien tu verses, tu ne te sens jamais satisfait. Et le plus dangereux, c'est que tu continues d'essayer. Jour après jour, tu dépenses de l'énergie, du temps et de l'estime de soi dans une idée impossible. Atteindre un niveau où tout est bien, où il n'y a pas d'erreur, où personne ne peut te pointer du doigt. Mais cela n'existe pas, et plus tôt tu l'acceptes, plus vite tu te libéreras. Le besoin de tout faire parfaitement ne vient pas du désir de bien faire les choses, il vient de la peur. Peur du jugement, peur de l'échec, peur de ne pas être à la hauteur. Tu le déguises en responsabilité, en engagement, en standard élevé, mais ce n'est rien de plus qu'une façon sophistiquée de te paralyser. Parce que si ce n'est jamais prêt, alors tu ne l'affrontes jamais. Tu ne le lances jamais. Tu ne te risques jamais à t'exposer. Tu ne reçois jamais de critiques. Tu ne perds jamais. Mais tu ne gagnes pas non plus. Parce que la perfection ne construit pas, elle retarde seulement. Les stoïciens ne parlaient pas de perfection, ils parlaient de vertu. Et pour eux, la vertu était l'action avec intention, pas les résultats impeccables. Marc Aurèle se levait chaque matin sachant qu'il y aurait du chaos, des interruptions, des imprévus. Il ne cherchait pas des jours parfaits, il cherchait à faire ce qui est juste dans des jours imparfaits. Sénèque disait qu'il ne s'agit pas d'éviter la tempête, mais d'apprendre à naviguer à l'intérieur. Épictète enseignait que la seule chose que tu peux vraiment contrôler est ta réponse, pas comment tout se passe. Ce qui t'empêche d'avancer n'est pas que tu ne sais pas quoi faire, c'est que tu attends de te sentir 100% prêt. Mais tu ne le seras jamais. La confiance ne vient pas avant l'action, elle vient après. Agir est ce qui entraîne la sécurité, pas l'inverse. Et si tu continues d'attendre que tout soit en ordre, tout ce que tu feras est de retarder ta croissance. Tandis que tu continues à peaufiner les détails pour ne pas échouer, d'autres moins préparés sont déjà en train d'apprendre parce qu'ils essaient. Ton insécurité ne disparaît pas avec plus de planification, elle se dissout dans la pratique. Et pratiquer implique des erreurs. Cela implique de se salir. Cela implique de regarder quelque chose que tu as fait et de penser « je peux faire mieux », mais de le dire après l'avoir fait, pas avant. Parce que personne ne développe de confiance dans la théorie.
La confiance naît lorsque tu fais quelque chose qui te fait peur et que tu découvres que tu es toujours en vie, que cela ne t'a pas détruit, que tu peux t'améliorer et que tu ne dépends plus de la peur pour avancer. Arrête de construire des châteaux en l'air et commence à construire du caractère. Arrête de planifier des lancements parfaits et commence à lancer. Arrête de chercher des conditions idéales et commence à agir dans des conditions réelles. Parce que c'est ainsi que se forgent ceux qui ont confiance en eux, non pas en attendant que tout soit en leur faveur, mais en entraînant leur pouvoir même quand rien ne l'est. Fais le mal, mais fais-le. Et ensuite, fais le mieux, mais fais-le. Parce que chaque fois que tu agis sans attendre la perfection, tu deviens plus fort. Et chaque fois que tu attends le moment parfait, tu deviens plus faible. Lâche prise sur le perfectionnisme, parce que ce n'est pas synonyme d'excellence, c'est synonyme de peur élégante. Et tu n'es pas ici pour vivre dans la peur, tu es ici pour te défier. C'est ainsi que se construit la véritable confiance, non pas quand tout est parfait, mais quand tu décides d'avancer, même quand ce n'est pas le cas. 2. Vis avec urgence, pas avec peur d'échouer. La plupart des gens vivent comme s'ils avaient un contrat invisible avec le temps, comme s'il existait une clause secrète qui leur garantissait une autre chance, une autre décennie, une autre excuse. Ils se déplacent comme celui qui marche sur un tapis roulant qui ne s'arrête jamais, mais croient qu'ils peuvent descendre quand ils le souhaitent. Et un jour, sans prévenir, ce tapis s'arrête, sans faire de bruit, sans demander la permission. Et c'est là, dans cette coupure soudaine, que beaucoup ouvrent les yeux pour la première fois. Mais il est déjà trop tard, car la vie n'attend pas ceux qui dorment debout. Vivre avec urgence n'est pas vivre à toute vitesse. C'est vivre éveillé, c'est comprendre que l'horloge n'est pas accrochée au mur, elle est tatouée sur ta peau. Et chaque minute que tu gaspilles à justifier ton immobilité est une minute qui est enterrée dans l'oubli. Tu peux déguiser ta peur avec des stratégies, tu peux la justifier avec de la logique, tu peux l'appeler préparation. Mais le temps ne distingue pas les raisons, il ne compte que les pas. Et si tu ne progresses pas, il te consume. La peur d'échouer a été le meilleur employé du système. Elle te maintient obéissant, passif, rêvant de ce que tu pourrais faire si les conditions changeaient. Mais les conditions ne changent pas. Tu changes ou le jeu se termine. Aussi simple que ça. Et pendant que tu consultes ta peur pour savoir s'il vaut la peine d'essayer, d'autres sont déjà en train de tomber, d'apprendre, de corriger, de grandir. Parce qu'ils ont compris que la vie ne récompense pas le plus prudent, mais celui qui ose. Les stoïciens ne te diraient pas d'ignorer la peur, ils te diraient de lui faire face, de marcher avec elle, de l'observer, de la reconnaître, mais de ne pas lui donner les rênes. Memento mori n'est pas une menace, c'est un appel, un coup de pouce brutal, pour que tu arrêtes de mettre tes rêves en attente, comme si l'univers allait faire une pause pour toi. La mort n'est pas quelque chose de lointain, elle est à côté, et pas pour te faire peur, mais pour te rappeler que chaque jour où tu choisis de ne pas agir est un jour qui ne revient pas. Vivre avec urgence, c'est parler quand tu veux te taire, c'est décider quand la peur dit que ce n'est pas le moment, c'est envoyer ce message, c'est quitter cet endroit, c'est te jeter dans le vide sans garantie, non pas parce que tu te sens prêt, mais parce que tu sais que rester où tu es te pourrit de l'intérieur. Le véritable échec n'est pas d'essayer et de tomber, c'est de rester là où rien ne se passe jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. L'urgence n'est pas l'anxiété, c'est la clarté. C'est regarder ta vie et accepter que tu n'as pas le temps de continuer à repousser la personne que tu veux être. Chaque fois que tu dis demain, tu dis aujourd'hui je ne suis pas assez. Et cela s'enregistre, s'installe, devient une partie de ton identité. C'est pourquoi il est ensuite si difficile de briser l'inertie. Parce que tu as répété pendant des années que ce n'est pas le moment, que tu as besoin de plus, que plus tard, oui. Et qu'as-tu accompli avec ça? Agis sans garantie. Lance le projet même si tout n'est pas prêt. Parle même si ta voix n'est pas parfaite. Prends cette décision que tu retardes depuis des mois, non pas par impulsion, mais parce que tu as compris que le contraire de vivre n'est pas mourir, c'est attendre.
attendre que la vie te donne la permission quand en réalité, tu dois te la donner toi-même. Vise avec urgence, parce que ce que tu ne fais pas aujourd'hui ne se fait pas tout seul. Personne ne viendra sauver tes plans oubliés. Personne ne te poussera quand la peur t'étreint. Tu es seul avec ta volonté. Et si tu ne l'utilises pas maintenant, tu ne l'utiliseras jamais. La confiance naît lorsque tu arrêtes de négocier avec ta peur et choisis de bouger, même en tremblant. Parce que c'est ça, vivre vraiment. Et le reste n'est qu'une forme lente d'abandon. 3. Accepte le changement avant qu'il ne t'entraîne. Imagine quelqu'un debout face à une vague géante qui approche. Il a deux options, s'adapter au déferlement et bouger avec lui, ou rester immobile en croyant que s'il ne bouge pas, la vague passera sans le toucher. C'est la même illusion que vit celui qui résiste au changement. Il croit que s'il ne fait rien, les choses resteront les mêmes. Mais la vague ne demande pas la permission. Le changement n'attend pas ton accord. Il arrive, et si tu ne t'adaptes pas, il t'emporte. L'insécurité grandit lorsque tu luttes contre l'inévitable. Quand tu dépenses de l'énergie à maintenir ce qui est déjà périmé, quand tu insistes pour contrôler ce qui a clairement commencé à se transformer. Ce qui te génère de l'anxiété n'est pas le changement, c'est ta résistance à lui. Parce qu'au fond, tu sais que tu ne peux plus être qui tu étais, mais tu n'oses pas devenir qui tu devrais être. Et ce point intermédiaire, cette contradiction silencieuse entre ce qui était et ce qui pourrait être, est ce qui t'affaiblit le plus. Les stoïciens le voyaient avec une brutalité claire. Ce n'est pas ce qui se passe qui te fait du mal, c'est ton jugement à ce sujet. Le changement n'est pas un ennemi, il fait partie de l'ordre naturel. Te refuser à lui, c'est comme vouloir geler le vent ou enfermer la pluie. Tu n'y arriveras pas. La seule chose que tu peux faire est de t'entraîner à le naviguer, parce que celui qui résiste souffre, et celui qui accepte se transforme. Accepter n'est pas se rendre, c'est se préparer. C'est voir avec lucidité ce qui est déjà en mouvement et décider comment tu vas répondre. Ce n'est pas de la passivité, c'est de la stratégie. C'est arrêter de dépenser ton énergie à lutter contre la réalité et commencer à l'utiliser pour construire sur le nouveau. Celui qui s'accroche à l'ancien le fait par peur. Peur de ne pas savoir qui il sera sans cela. Peur de perdre le contrôle. Peur de ne pas pouvoir se reconstruire. Mais la vérité est que tu es déjà en train de changer, que tu le veuilles ou non. Ce que tu décides n'est pas si tu vas changer, c'est si tu le feras avec conscience ou avec douleur. Accepter le changement, c'est comprendre que tout ce qui fait mal maintenant peut être un pont vers quelque chose de plus fort. C'est reconnaître que cette relation qui s'est rompue, ce travail qui s'est terminé, cette étape qui s'est clôturée, ne t'enlève pas le sol. Il t'apprend à marcher avec plus de fermeté. Mais seulement si tu choisis de le voir ainsi. Parce que si tu t'accroches à ce qui a été, tu le transformes en prison. Si tu l'honores et le lâches, tu le transformes en élan. Tu choisis. Tu peux voir le changement comme une menace ou comme un entraînement, comme une fin ou comme un début, comme un chaos ou comme un réarrangement. Mais ce que tu ne peux pas faire, c'est l'éviter. Et plus tôt tu l'acceptes, plus tôt tu cesses d'être une victime de tes circonstances. Parce que la vie n'a jamais été stable. La vie est une évolution constante. Et celui qui ne change pas par décision, change par pression. Et changer sous pression fait toujours plus mal. Les stoïciens n'attendaient pas que la vie soit facile. Ils s'entraînaient pour être forts. Et la force n'est pas dans la rigidité, mais dans l'adaptation. Dans l'esprit qui observe le mouvement et ne se brise pas, mais se plie sans se rompre. En celui qui voit le changement non pas comme une menace pour son identité, mais comme une opportunité pour la renforcer. Accepte ce qui change. Change avec lui. Change de l'intérieur. Change ta façon de voir, ta façon d'agir, ta façon de t'interpréter. Parce que si tu ne changes pas volontairement, la vie te brisera jusqu'à ce que tu le fasses par nécessité. Et personne qui attend jusqu'au dernier moment ne sort indemne. La confiance ne naît pas de ce qui reste ferme. Elle naît de ta capacité à avancer quand tout commence à bouger.
C'est là que se teste ta véritable valeur. 4. Apprends à te gouverner ou tu seras gouverné par tes impulsions. Ton esprit est comme un cheval sauvage. Si tu ne le dresses pas, il te jette à terre chaque fois qu'il a peur. Si tu ne le maîtrises pas, il court dans n'importe quelle direction, t'entraînant avec lui, sans se soucier si c'est vers l'abîme. C'est ainsi que fonctionnent tes impulsions. Elles apparaissent sans prévenir, prennent le contrôle, et si tu n'es pas présent, tu deviens spectateur de tes propres erreurs. Peu importe ce que tu sais, combien tu as lu ou combien de plans tu as, si tu n'as pas d'autocontrôle, tout cela s'effondre au premier impact. L'insécurité ne se nourrit pas seulement de ce que tu ne sais pas. Elle grandit aussi quand tu ne peux pas te faire confiance, quand tu sais qu'au fond, tu vas céder à l'émotion du moment, que tu diras ce que tu ne voulais pas dire, que tu feras ce que tu as juré de ne pas répéter, que tu fuiras quand tu devrais rester plus que jamais. Et cela détruit la confiance en soi, parce que la confiance naît de la cohérence. Savoir que tu peux compter sur toi-même, même au milieu du chaos, que tu ne te trahiras pas, que tu te soutiendras. Les stoïciens n'étaient pas des hommes de pierre, ils ressentaient tout ce que tu ressens. Colère, tristesse, peur, désir. La différence est qu'ils ne se soumettaient pas à cela. Ils l'observaient, ils l'étudiaient, ils le laissaient passer. Épictète disait que ce n'est pas ce qui se passe qui t'affecte, mais comment tu réagis. Et si tu réagis sans te gouverner, alors celui qui commande n'est pas toi. C'est ta blessure, ton ego, ta frustration. Et chaque fois que tu cèdes, tu renforces l'idée que tu n'as pas le contrôle. Tu te diminues devant toi-même. Te gouverner n'est pas réprimer. Il ne s'agit pas de nier ce que tu ressens. Il s'agit de ne pas laisser cela décider pour toi. L'émotion apparaît, tu la ressens, tu la reconnais. Mais c'est toi qui décides, pas elle. La différence entre celui qui se maîtrise et celui qui se détruit est dans cette seconde de pause entre l'impulsion et l'action. Ce moment où tu peux choisir si tu réagis ou si tu réponds. Si tu cries ou si tu respires. Si tu attaques ou si tu comprends. Cette pause est du pouvoir, et ce pouvoir se travaille. Celui qui ne se gouverne pas devient esclave de ses humeurs. Aujourd'hui, il se lève motivé, et il agit. Demain, il se sent fatigué, et il abandonne. Après-demain, il se sent blessé, et il attaque. Il vit comme une marionnette émotionnelle, et puis il se demande pourquoi il ne se fait pas confiance. Il ne fait pas confiance parce qu'il ne se soutient pas. Parce qu'il ne se respecte pas dans l'action, parce que ses paroles et ses actes ne sont pas alignés. Et cela se remarque, cela se ressent, cela se traîne. Te gouverner, c'est faire ce que tu as dit que tu ferais, même si tu n'en as pas envie. C'est rester sur le chemin quand l'émotion te crie de sortir. C'est rester ferme quand tout en toi demande à abandonner. Parce que c'est là, juste là, que le caractère se forge. Pas dans ce que tu fais quand tu te sens bien, mais dans ce que tu fais quand tu n'as pas de force, mais que tu choisis de te soutenir. Les stoïciens savaient que le vrai pouvoir n'est pas de dominer les autres, mais de se dominer soi-même. Que la plus grande victoire n'est pas gagnée à l'extérieur, mais à l'intérieur. Que celui qui gouverne son esprit peut traverser n'importe quelle tempête. Et celui qui ne le fait pas se brise à la première brise. Si tu veux avoir confiance en toi, commence à te gouverner. Parce que le respect de soi ne s'obtient pas par des affirmations, il se construit par des actes. Et si ce n'est pas toi qui es aux commandes, alors quelqu'un d'autre l'est. Cela peut être ta peur, ta colère, ta paresse, mais ce n'est pas toi. Et tant que cela ne change pas, l'insécurité continuera à gagner. Alors prends le contrôle, pas quand tu te sens prêt, prends-le maintenant. Parce que si ce n'est pas toi qui dirige ta vie, tu seras emporté par tout ce que tu ne contrôles pas. Et ce n'est pas vivre, c'est simplement réagir. 5. Brise les croyances qui te rendent faible. Vivre accroché à des croyances limitantes, c'est comme habiter une maison avec un plafond très bas. Peu importe combien tu grandis à l'intérieur, tôt ou tard, tu vas te cogner la tête contre quelque chose que tu as laissé là. Et le pire n'est pas le coup.
Le pire, c'est que tu commences à te baisser par habitude. Tu apprends à marcher courbé pour ne pas déranger le plafond, même si cela signifie te trahir. Et avec le temps, tu oublies que tu pouvais être debout. L'insécurité personnelle, souvent, ne vient pas de ce qui te manque. Elle vient des idées fausses que tu as accumulées sur toi, des phrases que tu as entendues quand tu étais enfant, des étiquettes que d'autres t'ont collées et que tu as adoptées sans questionner. Je ne suis pas assez, je n'ai pas ce qu'il faut, je me trompe toujours, ce n'est pas pour moi. Tu répètes ces phrases comme si elles étaient des vérités absolues, mais elles ne le sont pas. Ce sont des idées qui sont devenues des barreaux mentaux. Et tu as vécu dans cette cellule pendant des années. Les stoïciens savaient que tout changement externe commence dans l'esprit, que personne ne peut avancer avec assurance si son esprit est programmé pour reculer. Tu ne peux pas construire la confiance si ton dialogue interne est un sabotage constant. Épictète le disait sans détour. Ce n'est pas ce qui t'arrive, c'est ce que tu crois à propos de ce qui t'arrive. La perception que tu as de toi-même, si elle n'est pas revue, te détruit de l'intérieur. Et tu le permets chaque fois que tu acceptes comme vérité une idée qui t'affaiblit. Rompre avec ces croyances n'est pas un acte instantané. C'est un processus inconfortable, mais nécessaire. Il faut d'abord les identifier, te demander « Qui m'a appris cela ? D'où vient cette voix ? Quel bénéfice caché j'obtiens en continuant à y croire ? Car souvent, tu gardes des idées qui te blessent parce qu'elles te sont familières, parce qu'elles te donnent une identité, parce qu'au moins dans la faiblesse, il y a une excuse qui t'évite d'agir. Mais si tu veux vraiment te transformer, tu dois être prêt à démolir ce qui t'a maintenu dans la médiocrité. Chaque fois que tu choisis de ne pas parler, de ne pas faire, de ne pas te montrer, de ne pas essayer, souvent ce n'est pas par peur réelle, mais par une idée qui agit comme un poison lent. Une voix qui dit « Tu ne peux pas, ce n'est pas pour toi, tu vas échouer ». Cette voix n'est pas toi, c'est un écho, un résidu d'autres qui n'ont pas non plus osé. Mais tu n'as pas à hériter de cette lâcheté. Tu peux être celui qui brise la chaîne. Questionne tout ce qui t'affaiblit. Mets-le sous la loupe. Si une croyance ne te pousse pas, tu n'en as pas besoin. Si une idée ne te renforce pas, laisse-la partir. Et pas parce que tu veux vivre dans une bulle de positivité, mais parce que tu comprends que chaque pensée agit comme une brique dans ta structure mentale, où tu construis une forteresse, où tu construis une prison. Tu décides avec quels matériaux. Les stoïciens ne se définissaient pas par ce que les autres leur disaient. Ils se définissaient par leur vertu, par leur capacité à raisonner, par leur discipline. Et cette identité était inébranlable parce qu'ils la construisaient chaque jour de l'intérieur. Tu peux faire la même chose. Mais d'abord, tu dois être prêt à trahir la version faible de toi que tu as nourrie. Pas avec haine, mais avec détermination. Pas avec des cris, mais avec conscience. Rompre avec une croyance limitante, c'est comme ouvrir une porte qui a toujours été fermée. Non pas parce que tu n'avais pas la clé, mais parce que quelqu'un t'a convaincu qu'elle était scellée. Aujourd'hui, tu peux tourner la poignée. Tu peux regarder et voir tout ce qui se trouve à l'extérieur de cette pièce sombre où tu t'es habitué à vivre. Et si tu oses traverser, tu verras que ce n'était jamais la réalité qui t'arrêtait. C'était toi, obéissant à des idées qui n'ont jamais mérité d'avoir du pouvoir sur toi. 6. Lâche prise de ce qui n'a jamais dépendu de toi. Certains finissent détruits, non pas à cause de ce qu'ils ont affronté, mais parce qu'ils ont trop serré ce qu'ils n'auraient pas dû tenir. Comme celui qui saisit fermement une poignée de sable, croyant que plus il presse, plus il sera sûr entre ses doigts. Mais c'est le contraire qui se produit. Plus il serre fort, plus ils le perdent rapidement. C'est ainsi que fonctionnent beaucoup de choses dans la vie. Plus tu essaies de les forcer, plus elles t'échappent, parce qu'elles n'ont jamais été à toi pour les contrôler, juste pour accepter, observer et lâcher prise quand c'est nécessaire. Le besoin de tout contrôler est une réponse à la peur. Peur du chaos, de l'incertitude, que les choses ne se passent pas comme tu l'imaginais. Alors tu essaies de planifier chaque pas, de deviner chaque réaction, de calculer chaque issue possible. Mais dans cette tentative désespérée d'avoir des certitudes, tu te fragmentes, parce que la seule chose que tu peux vraiment contrôler est en toi.
tes pensées, tes actions, ta réponse à ce qui se passe. Tout le reste est emprunté, temporaire, mobile et souvent imprévisible. Les stoïciens parlaient de la dichotomie du contrôle comme d'un principe fondamental. Distinguer clairement ce qui est entre tes mains et ce qui ne l'est pas. Ce discernement ne te fait pas seulement économiser de la souffrance, il te libère. Parce que lorsque tu comprends que tu ne peux pas contrôler l'opinion des autres, tu arrêtes d'essayer de plaire. Quand tu comprends que tu ne peux pas empêcher les autres de changer, tu arrêtes de résister au mouvement naturel de la vie. Quand tu acceptes que le résultat final n'est pas garanti, tu apprends à valoriser l'effort, pas la récompense. L'insécurité naît lorsque tu places ta valeur dans des facteurs externes. Si tu es approuvé, tu as de la valeur. Si ça marche, tu es utile. Si on te répond comme tu l'espères, tu te sens en sécurité. Mais cela te rend otage de l'instabilité. Et tout ce qui dépend de conditions en dehors de toi peut disparaître à tout moment. Que se passe-t-il alors avec toi quand cela disparaît? Tu t'effondres? Te redéfiniras-tu chaque fois que quelque chose change? Si tu ne lâches pas cette illusion de contrôle, ton identité dépendra toujours de l'environnement. Lâcher prise n'est pas se résigner. C'est choisir consciemment où tu vas mettre ton énergie. Il ne s'agit pas de devenir indifférent, mais stratégique. Vas-tu t'épuiser pour quelque chose que tu ne peux pas changer? Vas-tu vivre frustré par des décisions qui ne te concernent pas? Vas-tu hypothéquer ta paix pour le comportement de quelqu'un d'autre? Lâcher prise, c'est mûrir. C'est regarder la vie en face et dire « Cela ne me concerne pas, je ne le traîne plus ». Il y a des décisions qui ne doivent pas être forcées. Il y a des personnes qui ne sont pas là pour rester. Il y a des situations qui ne vont pas se résoudre comme tu le souhaites, et quand tu l'acceptes sans lutter, tu découvres que le véritable pouvoir n'était pas de tout dominer, mais de te dominer toi-même au milieu du chaos. Ce self-control, cette sérénité, cette capacité à continuer sans que tout s'aligne, c'est ce que les stoïciens appelaient la liberté intérieure. C'est la force de celui qui n'a pas besoin de garantie pour rester ferme. Chaque fois que tu lâches ce que tu ne peux pas contrôler, tu deviens plus léger, plus lucide, plus fort. Parce qu'enfin, toute ton énergie se concentre là où elle a un véritable impact, dans tes choix, dans ton attitude, dans ton caractère. Et là, tu peux construire une véritable sécurité, pas celle qui dépend des résultats, mais celle qui naît de savoir que, quoi qu'il arrive, tu vas répondre avec intégrité. Lâcher prise ne t'affaiblit pas, cela te réveille. Et quand tu es réveillé, tu ne mendis plus de certitude. C'est toi qui décides comment agir, pas ce qui se passe en dehors de toi. C'est le véritable contrôle, le seul qui vaut la peine d'être tenu. 7. Connais-toi si bien que rien ni personne ne puisse te confondre. Un miroir sale ne déforme pas ton visage, mais il déforme ta perception. Tu vois une image déformée, incomplète, floue, et tu la prends pour la vérité. C'est ce qui se passe quand tu vis sans te connaître. Tu te regardes à travers les jugements des autres, tes insécurités, tes croyances héritées, et tu finis par croire que cette image confuse, c'est toi. Mais ce n'est pas le cas. Tu ne fais que te refléter dans des miroirs tachés par des années d'abandon intérieur. La plupart des gens traversent la vie sans savoir qui ils sont. Ils connaissent leur nom, leur métier, leurs défauts les plus évidents, mais ils n'ont aucune idée de ce qui se cache derrière leurs réactions, de ce qui nourrit leur peur, de ce qui leur apporte réellement la paix. C'est pourquoi ils sont confus. C'est pourquoi ils se brisent face à la critique, changent de cap à cause d'une opinion, ou se sentent perdus lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, n'importe quoi peut te définir. La connaissance de soi n'est pas un luxe spirituel, c'est une nécessité pour la survie mentale. Quand tu ne te connais pas, n'importe quel éloge te fait monter au ciel et n'importe quel rejet te fait sombrer. Tu es malléable, influençable, fragile face à l'environnement. Mais quand tu te connais vraiment, quand tu sais quels principes te soutiennent, quelles valeurs te définissent, quelles blessures tu es encore en train de guérir, tu ne vacilles plus à chaque coup de vent.
Tu peux écouter tout le monde sans tout absorber. Tu peux te tromper sans te détruire. Tu peux être seul sans te sentir perdu. Les stoïciens voyaient la connaissance de soi comme la base de la vertu. Marc Aurèle n'écrivait pas ses méditations pour impressionner les autres. Il les écrivait pour se rappeler qui il était, pour ne pas se laisser tromper par le pouvoir, par le bruit extérieur, par ses propres émotions. Parce que même au milieu de son empire, il comprenait que le terrain le plus difficile à gouverner était soi-même. Et sans clarté intérieure, tout le reste s'effondre. Te connaître implique de te regarder sans filtre, non pas avec jugement, mais avec honnêteté. Reconnaître tes schémas, savoir quel type de mots te blesse et pourquoi. Comprendre pourquoi tu réagis comme tu réagis. Quel manque tu essaies encore de combler, quel type d'approbation tu cherches encore sans t'en rendre compte. C'est inconfortable, mais nécessaire, parce que tant que tu ignores ces parties de toi, tu continueras à être manipulé par elles. Et il ne s'agit pas de te coller des étiquettes ou de te définir de manière rigide. Il s'agit de savoir d'où tu vis, de la peur ou de la conscience, du besoin ou du choix, de l'imitation ou de la vérité. Quand tu le sais, tes décisions ne sont plus des réponses automatiques, elles sont des actes d'intégrité. Tu ne fais plus par habitude, tu fais par intention. Et ça change tout. L'insécurité ne s'élimine pas toujours, elle se dissout dans la clarté. Parce que quand tu te connais, tu sais quand tu agis à partir d'une blessure, et quand tu agis à partir d'un choix. Tu sais quand te taire est sage, et quand c'est lâche. Tu sais quand avancer est une évolution, et quand c'est une fuite. Cette capacité de distinction ne te vient pas de l'environnement. Elle te vient de l'habitude de t'observer, de te questionner et de te renforcer. Le monde va toujours essayer de te définir. Il va te coller des étiquettes, te comparer, exiger que tu t'adaptes. Mais si tu as une image claire de toi, tu n'as pas besoin de t'adapter. Tu peux rester ferme même quand tout autour de toi change, parce que tu ne changes pas sous la pression. Tu changes par décision. C'est ça, la véritable stabilité. Non pas celle qui se maintient à l'extérieur, mais celle qui se cultive à l'intérieur. Connais-toi avec la même précision que les autres te jugent. Sois ton meilleur allié, pas ton saboteur. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, n'importe qui te le dira. Et si tu le crois, tu te perdras. Et personne ne peut avoir confiance en soi s'il vit sous une identité empruntée. La sécurité naît quand tu arrêtes de te chercher chez les autres et que tu commences à te reconnaître dans le silence. Là où personne ne t'applaudit, mais où tout en toi s'aligne. C'est là que commence la véritable force. 8. Arrête d'attendre la permission et commence à te construire. Les portes les plus lourdes ne sont pas faites de métal, elles sont faites de doute. Elles ne grincent pas en s'ouvrant, mais elles craquent de l'intérieur. Et le pire, c'est qu'elles n'ont pas de clé, parce qu'elles n'ont pas été fermées de l'extérieur. C'est toi qui as décidé que ce n'était pas encore le moment, que quelqu'un devait te donner le signal, que quelqu'un devait te dire que tu étais prêt. Mais cela n'arrivera pas. Personne ne va autoriser ton éveil. Personne ne va te pousser à te construire. Ce travail, que tu le veuilles ou non, ne dépend que de toi. Tu as passé trop de temps à attendre des conditions parfaites, des mots qui n'arrivent pas, des opportunités qui ne se présenteront pas tant que tu ne décideras pas de bouger. Et plus tu attends, plus tu rouilles. Parce que chaque décision non prise, chaque action reportée, chaque impulsion que tu as retenue par peur, devient un mur invisible entre ce que tu es et ce que tu pourrais devenir. Personne ne va abattre ce mur pour toi, parce que personne ne peut savoir combien pèse ta peur, ni combien vaut ta volonté. Les stoïciens n'attendaient pas d'être compris, ils n'agissaient pas pour être applaudis, ils bougeaient de l'intérieur, d'une certitude interne qui n'avait pas besoin d'être confirmée par personne, parce qu'ils savaient que celui qui a besoin que les autres valident son chemin marchera toujours en cercle. Tu n'iras jamais loin si ton pas dépend du regard des autres. Cette attente constante de reconnaissance ne fait que prolonger ton immobilisme. Te construire n'est pas un événement public, c'est une guerre privée. Cela signifie déranger ton entourage, être mal interprété, ne plus correspondre à ce qui ne te correspond plus.
Cela signifie remettre en question ce que tu as toujours cru vrai et accepter que de nombreuses versions de toi doivent mourir pour que d'autres naissent. Cela signifie prendre des décisions difficiles, sans certitude, sans garantie, sans soutien, et continuer à avancer, malgré tout. Chaque fois que tu retardes ton évolution parce que quelqu'un pourrait ne pas te comprendre, tu choisis de rester dans une version réduite de toi. Chaque fois que tu demandes la permission d'être toi, tu confirmes que tu ne t'appartiens pas. Et c'est le plus grand abandon. Non pas celui que les autres te font, mais celui que tu te fais en ne te soutenant pas. Le moment n'arrivera pas. Le contexte ne changera pas de lui-même. Les personnes que tu espères comprendront peut-être jamais. Et c'est bien, parce que tu n'es pas ici pour plaire. Tu es ici pour te construire. Et cela commence lorsque tu arrêtes de chercher des signaux externes et décides de devenir un signal vivant de force, de clarté, de volonté. Tu n'as pas besoin d'avoir tout résolu. Tu as besoin de commencer. Avec des doutes, avec peur, avec des échecs, mais commencer. Parce qu'à chaque pas que tu fais, même si le sol tremble, quelque chose en toi se met en place. Et plus tu avances, plus tu comprends que la permission n'a jamais été le problème. Le problème était de croire que tu en avais besoin. La porte a toujours été ouverte. La question est, combien de temps vas-tu encore rester à regarder, en attendant que quelqu'un te dise que tu peux la franchir? Parce que personne ne le fera. Non pas parce qu'ils ne se soucient pas, mais parce qu'ils ne le doivent pas. Cette décision est à toi. Et le moment, si tu ne l'avais pas encore compris, est déjà arrivé. Le moment est maintenant. Et tu n'as plus d'excuses. Tu as seulement le chemin. Et si tu choisis de faire le pas, qu'il soit ferme, qu'il soit à toi, et qu'il soit le premier d'une vie où tu arrêtes de demander la permission d'exister. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Parfois, on ne te brise pas avec des cris, on te brise avec de l'indifférence. Ce n'était pas une dispute qui t'a détruit, c'était ce silence plein d'absence, alors que tu attendais encore un signe. Et là, tu as compris quelque chose qui fait mal, mais qui libère. Celui qui te valorise vraiment ne te fait pas mendier pour le respect. Il y a des gens qui ne partent pas en claquant la porte, ils partent en restant. Ils restent en occupant de l'espace sans âme, ils restent quand ils ne sont plus là. Et toi, par peur de lâcher prise, tu es resté aussi. Jusqu'à ce qu'un jour, au milieu de tout ce bruit émotionnel, quelque chose en toi s'éteint. Et c'est là que tout commence. Parce que guérir n'est pas toujours crier que tu vas bien. Parfois, guérir, c'est fermer la porte et ne pas la laisser entr'ouverte. C'est répondre par le silence, non pas parce que tu n'as rien à dire, mais parce que tu ne veux plus te fatiguer avec ce qui ne change pas. C'est te regarder dans le miroir et dire « ça suffit ». Non pas de la colère, mais de la dignité. Ce n'est pas une vidéo de plus, ce n'est pas une liste de belles phrases, ni une collection d'idées à partager sur les réseaux sociaux. C'est un rappel brutal, direct et nécessaire. Tu n'as pas besoin de faire du scandale pour être fort. Le véritable pouvoir est de te retirer sans dire un mot, de disparaître sans prévenir, de te reconstruire sans témoin. Tu veux guérir ? Alors arrête de demander à la douleur de te rendre quelque chose. Arrête de justifier ta profondeur à celui qui ne joue qu'en surface. C'est le moment de rompre le lien, non pas avec des cris, mais avec une présence intérieure. C'est le moment de fleurir là où personne ne te regarde. Ce qui suit ne sont pas des conseils vides. Ce sont 8 leçons pratiques, stoïciennes, réelles. Des actions qui se vivent, qui ne se répètent pas. Et si tu es ici, c'est parce qu'au fond de toi, tu sais que le moment est venu de changer. Non pas pour te venger, non pas pour prouver quoi que ce soit, pour te libérer, reste jusqu'à la fin. Non pas par curiosité, reste parce que ce pourrait être le point de rupture, le point exact où tu cesses d'être la victime de ce que tu as ressenti. Et tu commences à être le maître de ce que tu décides de ressentir à partir de maintenant. 1.
Disparaît sans prévenir, que ton absence soit le message. Quand quelqu'un cesse de prendre soin de toi, il n'a pas besoin que tu l'annonces, il a besoin que tu le confirmes par ton absence. Disparaître sans prévenir n'est pas une vengeance, c'est une évolution. C'est comprendre que celui qui n'a pas su apprécier ta présence ne mérite pas non plus une explication de ton départ. Parce qu'il y a des moments où continuer à parler ne fait qu'alimenter la confusion, ne fait que prolonger l'inévitable. La véritable clôture n'arrive pas toujours avec des mots. Parfois, elle arrive avec un acte de silence si puissant que tout ce qui devait être dit est dit avec ta distance. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de l'amour-propre. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la clarté. Quand tu as tout donné, quand tu as expliqué, répété, insisté et qu'on t'a quand même répondu avec indifférence, la seule réponse logique, mature et courageuse est de partir, sans faire de discours, sans envoyer de textes interminables, sans promettre que tu reviendras. Parce que c'est le problème. Pendant que tu donnes ton âme, l'autre ne fait que jouer avec ton attente. Les gens qui ne t'ont pas pris soin de toi pendant que tu étais là ne le feront pas non plus quand tu partiras. Et oui, ils peuvent attendre une réaction, une plainte, une scène. Mais leur donner cela serait continuer à alimenter l'idée qu'ils t'ont encore, qu'ils ont encore du pouvoir sur toi. C'est pourquoi, quand tu décides de disparaître sans prévenir, quelque chose change. Parce que tu ne demandes plus qu'on t'écoute, tu ne supplies plus pour de la compréhension. Tu dis « je me choisis » et c'est un acte de transformation. Parce que tout le monde ne sait pas partir sans faire de bruit. Tout le monde ne sait pas fermer le cycle dans le silence. Tout le monde ne supporte pas l'écho de son absence. Mais toi, tu peux, parce que dans ce vide que tu laisses, l'autre commence à remarquer ce qu'il a perdu. Non pas parce que tu le dis, mais parce que tu n'es plus là. Parce que ta présence était plus précieuse que ce qu'on t'a fait croire. Tu n'as pas besoin de partir avec de la haine, ni avec du drame. Pars simplement. Pars avec respect pour toi-même. Pars avec la certitude que ton énergie ne mérite pas d'être donnée à celui qui ne sait pas quoi en faire. Et si ça fait encore mal, si tu te demandes encore si tu as fait ce qu'il fallait, répète-toi ceci. L'amour ne fait pas mal. Ce qui fait mal, c'est de tenir à tout prix ce qui est déjà cassé. Et tu sais ce qui est le plus libérateur? Quand tu pars sans prévenir, tu ne t'éloignes pas seulement de l'autre, tu te rapproches aussi de toi. Tu commences à te rappeler qui tu étais avant de donner autant, avant de t'oublier pour soutenir des liens qui t'épuisaient. Parce que parfois, ce n'est pas l'autre qui te détruit, c'est toi qui restes trop longtemps, là où il n'y a plus rien. Disparaître sans prévenir n'est pas fuir, c'est lâcher prise, c'est renoncer au rôle de victime. C'est le moment où tu décides que tu ne vas plus agir comme si tout allait bien. C'est regarder dans le miroir et dire « je ne reste plus là où on ne prend pas soin de moi ». Et si ça dérange, si ça confond, tant pis. Parce que parfois, le plus grand acte d'amour-propre n'est pas de rester pour lutter, c'est de se retourner et de ne pas regarder en arrière. Ton absence n'a pas besoin de sous-titres, qu'elle parle d'elle-même, qu'elle résonne, qu'elle pèse. Parce que celui qui t'a ignoré comprendra dans le silence ce qu'il n'a pas voulu voir quand tu étais là. Et ça, crois-moi, sera ton message le plus clair. 2. Ferme la porte à celui qui ne frappe que lorsqu'il en a besoin. Il y a des portes qu'il ne faut pas laisser entr'ouvertes, parce que pendant que tu es là, en attente que quelqu'un revienne avec une véritable intention, ils ne reviennent que lorsqu'ils manquent de quelque chose, lorsqu'ils en ont besoin, lorsque leur confort est menacé. Ce n'est pas de l'amour, c'est une habitude. Ce n'est pas de l'intérêt pour toi, c'est le besoin de quelque chose que tu offrais. Et si tu ne le comprends pas à temps, tu finiras par répéter le même cycle déguisé en espoir. Ferme la porte, pas avec haine, avec certitude, parce que celui qui entre et sort à sa guise ne respecte pas l'espace, ne valorise pas l'énergie, n'a aucune idée de l'usure qu'il provoque. Tu n'es pas un refuge temporaire, tu n'es pas là pour quand le monde les déçoit, tu n'es pas là pour combler des vides qui ne sont pas les tiens, tu es là pour partager, pas pour soutenir. Le problème est que tu as appris à justifier leurs allées et venues.
à croire que le moindre petit geste était un signe de changement, que leur retour signifiait qu'ils avaient enfin compris ta valeur. Mais non, ils ne frappent que parce qu'ils manquent de quelque chose, pas parce qu'ils se soucient de toi. Et pendant que tu ressens un minimum d'illusion, ils ne font que répéter la formule. Apparaître, prendre ce qu'ils veulent, disparaître. C'est pourquoi fermer la porte fait mal, parce que cela ressemble à de l'abandon. Mais en réalité, c'est te protéger. C'est dire, ça suffit. Plus de visites sans engagement, plus de paroles sans action, plus d'apparitions d'urgence quand ça les arrange et de silence éternel quand ça ne les arrange pas. Et bien sûr, ils vont se vexer. Ils vont dire que tu exagères, que tu es froid, que tu as changé. Oui, tu as changé. Tu as changé parce que tu n'es plus disposé à être la station de passage de personne. Parce que tu as appris que celui qui n'apparaît que lorsqu'il en a besoin n'est jamais vraiment avec toi. Et tu mérites plus que ça. Il est curieux de voir comment l'énergie change lorsque tu décides de vraiment fermer la porte. Tu n'attends plus qu'ils frappent. Tu ne t'enthousiasmes plus à la vue de leur nom sur l'écran. Tu ne prépares plus ton âme à recevoir quelqu'un qui ne sait pas rester. Tu entends simplement ce coup à la porte et tu ne bouges pas. Parce que tu as compris que tu n'as pas à l'ouvrir. Et c'est là que commence la véritable guérison. Quand tu arrêtes de mettre des cadenas à ton cœur et que tu commences à mettre des limites au comportement. Quand tu arrêtes de pardonner les absences constantes et que tu commences à valoriser ta présence. Quand tu arrêtes de mendier de l'affection et que tu commences à réclamer du respect. Pas avec des cris, pas avec de la colère, avec des actes, avec le silence, avec la distance. Si quelqu'un doit trop réfléchir pour rester, qu'il reste loin. Si quelqu'un n'apparaît que lorsqu'il a besoin de quelque chose, qu'il le cherche ailleurs. Tu n'es plus cette version de toi qui permettait tout par peur de perdre. Parce que tu as compris que perdre quelqu'un comme ça n'est pas une perte, c'est un soulagement. Et le plus fort, c'est que lorsque tu fermes vraiment cette porte, tu ressens la paix. Une paix que tu confondais auparavant avec la solitude. Parce que tu n'attends plus de pas, tu ne dépends plus de l'horloge émotionnelle de personne. Tu es avec toi, tu t'accompagnes. Et ça, c'est du pouvoir. Ferme la porte, pas pour punir, pour protéger ta paix, pour honorer ton processus, pour que, enfin, tu puisses avancer sans les chaînes qui reviennent chaque fois qu'ils se sentent seuls, qu'ils restent avec leur confusion, qu'ils appellent quelqu'un qui ne se valorise pas encore, parce que tu n'es plus disponible, plus jamais, jamais plus. 3. Que ton silence soit le dernier mot. Parfois, la discussion la plus puissante est celle qui n'a pas lieu. Le mot le plus fort est celui qui n'est pas dit. Le silence, bien utilisé, n'est pas passivité, c'est une sentence. Parce que lorsque tu décides de ne pas répondre, de ne pas tomber dans la provocation, de ne pas te justifier, de ne pas entrer dans la danse émotionnelle de l'autre, ce que tu fais, c'est envoyer un message clair. Tu n'es plus disponible pour le jeu. Ils veulent que tu réagisses. Ils attendent que tu expliques, que tu supplies, que tu clarifies, que tu défendes ta version. Mais quand à la place de cela tu choisis le silence, quelque chose en l'autre se brise. Parce qu'ils restent seuls avec leurs suppositions, leurs manquements, leurs bruits, et toi, tu ne participes tout simplement plus. Sais-tu pourquoi le silence fait tant mal à celui qui ne t'a pas valorisé? Parce qu'il le confronte. Parce que pour la première fois, il n'y a rien à répondre. Parce que pour la première fois, ils n'ont pas le contrôle sur ce que tu penses. Parce que pour la première fois, ils ne peuvent pas te manipuler avec leur drame émotionnel. Ton silence devient un miroir, et ce qu'il reflète ne leur plaît pas. Répondre serait facile. Mais tu n'es plus à l'étape de te défendre. Tu n'essaies plus de faire bonne impression. Parce que tu comprends qu'expliquer ta valeur là où ils n'ont pas su la voir, c'est une perte de temps. Tu le savais depuis longtemps, mais maintenant tu l'acceptes avec maturité. Tout le monde ne mérite pas une réponse. Tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à ta vérité. Le silence n'est pas de l'indifférence, c'est un choix conscient. C'est savoir que tu n'as pas à être présent dans toutes les batailles, parce que certaines guerres ne se gagnent que lorsque tu ne combats pas. Et il n'y a rien de plus déconcertant pour quelqu'un qui jouait avec tes émotions que ton absence de réaction.
Quand tu choisis le silence comme ton dernier mot, tu fermes la porte sans la claquer, sans prévenir, sans spectacle. Tu fermes simplement. Et c'est quelque chose que très peu de gens savent faire. Parce qu'il faut du courage pour se taire quand tout en toi veut crier. Il faut de la force pour regarder sans répondre, pour observer sans intervenir, pour partir sans dire au revoir. Mais c'est le genre de force qui change des vies, celle qui ne fait pas de bruit, mais qui a un impact. Parce que ton silence ne marque pas seulement une limite, il signale aussi un changement. C'est la preuve que tu n'es plus celui qui restait à tout expliquer. Maintenant tu agis simplement. Et celui qui ne comprend pas cela, qu'il demande à l'écho de ton absence, laisse-les parler, qu'ils inventent, qu'ils se posent des questions. Ce n'est plus ton problème. Ta seule responsabilité maintenant est ta paix, ton énergie, ton processus. Le reste, qu'il l'assume. Parce que celui qui voulait te blesser ne mérite pas que tu le guérisses avec des mots. Il mérite que tu le confrontes avec ta décision de ne pas répéter le cycle. Les gens oublient ce que tu as dit, mais ils n'oublient jamais comment tu les as fait se sentir. Et quand tu arrêtes de donner des explications, ce qu'ils ressentent, c'est la conséquence de leurs actes. Le froid qu'ils évitaient auparavant avec tes messages. Le vide qu'ils cachaient auparavant avec tes tentatives de paix. La distance qui pèse maintenant parce que tu n'es plus là. Alors garde tes mots, garde ta version. Non pas parce qu'elle ne vaut rien, mais parce qu'ils n'en ont plus besoin. Que ton silence soit ton adieu, ton clôture, ta protection. Et ta nouvelle façon de montrer que celui qui est parti de ta vie n'a pas emporté ton pouvoir, il a seulement emporté son reflet. Il n'est pas nécessaire de crier. Il suffit de ne pas revenir. Que ton silence soit la fin, celle qu'il n'attendait pas, celle qui fait le plus mal, celle qui te ramène à toi. 4. N'explique pas ta profondeur à celui qui ne sait que nager en surface. Il y a des gens qui ne comprennent que la superficialité. Ils vivent dans l'immédiat, le confortable, le facile à digérer. Et quand ils rencontrent quelqu'un de profond, quelqu'un qui ressent intensément, qui pense clairement, qui aime de tout son cœur, il le voit comme un problème, pas comme un cadeau. Non pas parce que tu es trop, mais parce qu'ils n'ont jamais appris à rester sur ce qui compte vraiment. Et là tu es, essayant de t'expliquer, essayant de traduire ton âme pour quelqu'un qui sait à peine interpréter ses émotions les plus basiques, justifiant tes silences, tes blessures, tes gestes, ton histoire. Comme si ta valeur dépendait de la compréhension de quelqu'un d'autre, comme si ta profondeur avait besoin d'une validation externe pour avoir un sens. Mais non, plus maintenant, parce que t'expliquer à quelqu'un qui n'a pas la capacité de te voir est comme te jeter dans le vide en espérant qu'on te soutienne avec des promesses. Tu tombes seulement. Ça fait mal seulement. Tu perds seulement des parties de toi en essayant. Tu n'es pas ici pour te réduire, pour t'adapter, pour transformer ton intensité en quelque chose de plus confortable. Tu es ici pour être toi, même si cela dérange ceux qui ne savent pas nager au-delà de l'évident. La profondeur n'est pas une faiblesse, c'est une forme de pouvoir, parce que pendant que beaucoup vivent anesthésiés, tu ressens. Alors que d'autres fuient la douleur, tu la traverses. Alors que tout le monde cherche à se distraire, tu fais face. Ce n'est pas un défaut. C'est un niveau que tout le monde n'est pas prêt à atteindre. Et ça, ce n'est pas de ta faute. Tu n'es pas brisé parce que tu ressens beaucoup. Tu es complet. Et si quelqu'un ne le comprend pas, qu'il reste à sa surface. Tu n'as pas à descendre pour plaire à celui qui n'ose pas monter. Parce que celui qui ne plonge que dans la facilité ne comprendra jamais ce qu'est une âme qui brûle, qui pense, qui se transforme. Il ne le verra pas. Il ne le comprendra pas. Il ne le soignera pas. Et ça fait mal, oui. Parce que tu te forces, tu t'ouvres, tu t'exposes, tu crois qu'enfin quelqu'un va te comprendre. Et non. Tu vois seulement comment tes mots rebondissent, comment ton silence dérange, comment ta présence devient un fardeau pour celui qui ne veut que la simplicité. Mais là est le signal. Si tu dois te transformer en quelque chose que tu n'es pas pour garder quelqu'un, alors tu n'es pas aimé, tu es toléré. Et c'est une forme lente de trahison. Alors arrête de te traduire,
Arrête de te rabaisser. Arrête de demander à ceux qui se comprennent à peine eux-mêmes de te comprendre. Ta profondeur n'a pas besoin de justification. Elle a besoin d'espace. Elle a besoin de respect. Et surtout, elle a besoin de réciprocité. Ne te tais pas sur ce que tu es, mais n'essaie pas non plus de l'imposer. Reconnais-le seulement. Et entoure-toi de ceux qui marchent aussi vers l'intérieur. La prochaine fois que quelqu'un te dira que tu es trop intense, trop compliqué, trop émotionnel, souris, parce que cela signifie seulement que tu as déjà touché un niveau où il n'ose pas encore, et tu n'es pas venu dans ce monde pour te réduire. Tu es venu pour t'agrandir, pour aimer avec force, pour vivre avec un but, pour guérir avec vérité, plus d'explications, que chacun reste au niveau qu'il choisit. Continue à approfondir, parce que là, dans les profondeurs, où le bruit disparaît, c'est là que tu te rencontres enfin avec toi-même. Et ça ne se négocie pas. 5. Ne transforme pas ta guérison en spectacle. La guérison n'est pas un spectacle. Tu n'as pas besoin de lumière, ni d'applaudissements, ni de témoins. Parce que lorsque tu commences à montrer chaque étape de ton processus en espérant une reconnaissance, sans t'en rendre compte, tu transformes ta douleur en contenu et ta croissance en une œuvre que les autres applaudissent ou critiquent. Mais la véritable guérison ne se crie pas, elle se vit. Elle n'a pas besoin d'être vue pour être réelle. Il y a une partie de toi qui cherche peut-être à prouver que tu vas bien, que tu as surmonté, que tu as avancé, comme si en convainquant les autres, tu pouvais aussi te convaincre toi-même. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Guérir n'est pas convaincre quelqu'un, c'est te confronter à toi-même, en silence, dans l'inconfort, dans ces moments où personne ne te regarde, où il n'y a pas de caméra, où la seule validation qui existe est celle de ta propre conscience. Et tu sais pourquoi c'est si difficile? Parce que montrer ta guérison donne l'illusion de contrôle, que tu as tout résolu. Mais ce n'est que la façade. Parce qu'à l'intérieur, il y a encore des jours qui font mal, il y a encore des souvenirs qui reviennent, il y a encore des batailles que tu livres lorsque l'écran s'éteint. Alors, pourquoi exposer quelque chose d'aussi sacré que ta reconstruction? Ne confonds pas expression et exhibition. Tu peux parler de ce que tu as vécu, mais tu n'as pas besoin de donner ton intimité à un public qui veut juste se divertir. Ton processus n'est pas du contenu. Ta douleur n'est pas une inspiration pour ceux qui n'étaient pas là quand tout faisait mal. Guérir est trop profond pour être transformé en sujet de conversation légère. Quand tu fais de ta guérison un spectacle, tu ouvres la porte aux opinions, aux jugements, aux attentes. Et ça pèse, parce que tu es obligé de prouver que tu vas bien, même quand ce n'est pas le cas. Tu perds la liberté de rechuter, de pleurer, de t'arrêter, de changer de cap, parce que tu as déjà créé une version de toi que les autres applaudissent, et maintenant tu as peur de les décevoir. Mais tu n'es pas venu pour suivre le scénario de quelqu'un d'autre. Tu n'as pas besoin de montrer ta force tous les jours. Tu peux tomber, tu peux te briser, tu peux disparaître. Tu ne dois d'explication à personne, parce que guérir est un acte intime. Et seul toi sais ce qu'il a coûté d'arriver jusqu'ici. Seul toi connais la profondeur de ses blessures. Seul toi comprends ce que c'est que de se reconstruire à partir de zéro. Le silence, dans ce processus, est un médicament. Il t'éloigne du bruit. Il te protège du jugement. Il te permet d'écouter ce qui compte vraiment, ta voix intérieure. Et quand personne ne te regarde, quand il n'y a pas de like, ni de commentaires, ni d'attention, c'est là que se passe la réalité. Quand tu pleures sans avoir à dire pourquoi. Quand tu lâches sans avoir à expliquer. Quand tu avances sans avoir besoin de le prouver. Et ça, c'est du pouvoir. Pas celui de celui qui impressionne, mais celui de celui qui se transforme. Parce que ce qui est vrai n'a pas besoin de témoins, juste de cohérence, juste d'engagement, juste de présence avec toi-même. Tu n'as pas à dire au monde que tu es en train de guérir. Tu as juste à guérir, et le changement, tôt ou tard, parlera pour toi. Garde des parties de toi, non pas par honte, mais par respect. Parce que tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à ton processus. Parce que certaines choses sont mieux comprises dans la solitude. Et parce que quand tu guéris vraiment, tu n'as plus besoin que le monde t'applaudisse.
Il te suffit de te regarder dans le miroir et de voir que tu n'es plus qui tu étais. Que maintenant, enfin, tu es libre. 6. Brise le lien dans ton âme, pas avec des mots. Toutes les chaînes ne font pas de bruit. Certaines sont invisibles, mais pèsent plus que l'acier. Tu es loin de cette personne, tu ne lui parles plus, tu ne la vois plus. Mais elle est toujours là, dans ton esprit, dans ta poitrine, dans tes pensées les plus silencieuses. Parce que le lien ne se brise pas quand tu pars. Il se brise quand tu arrêtes de le soutenir de l'intérieur. Tu peux effacer le numéro, supprimer les photos, t'éloigner physiquement. Mais si en toi tu espères toujours qu'elle revienne, si tu répètes encore des conversations dans ta tête, si tu te demandes encore « et si ?», alors tu n'es pas vraiment parti. Et cela te retient. Parce que même si tu ne le vois pas, tu continues à donner de l'énergie à ce qui n'existe plus. Rompre ce lien interne est une guerre silencieuse. On n'y parvient pas avec une phrase, ni avec une maturité finale, ni avec une dernière conversation pour lâcher prise en paix. Non. On y parvient le jour où, de l'âme, tu décides d'arrêter de porter ce qui n'est plus à toi. Le jour où tu en as assez de vivre en fonction de ce qui n'a pas été. Le jour où tu choisis de respirer sans le poids de cette histoire. Et cela ne se fait pas en parlant, cela se fait en ressentant, en pleurant, en acceptant, en reconnaissant que tu n'as pas besoin d'excuses pour guérir, que tu ne vas pas attendre qu'on te donne la permission de lâcher prise, que ce qui n'a pas été suffisant ne deviendra pas suffisant, peu importe combien tu l'idéalises. Et c'est là que commence le véritable processus, quand tu arrêtes de chercher des explications et que tu commences à reconstruire ton centre. Rompre le lien dans l'âme n'est pas de la haine, c'est de l'acceptation. C'est regarder le passé sans vouloir le modifier. C'est lâcher la fantaisie de ce qui aurait pu être et embrasser la réalité de ce qui a été. C'est arrêter de parler mentalement à celui qui n'est plus là. C'est faire la paix avec toi-même pour être resté si longtemps. C'est te pardonner d'avoir donné tant d'amour là où on ne savait pas le recevoir. Et non, ce n'est pas facile. Parce qu'il y a une partie de toi qui s'accroche encore, qui croit encore que peut-être, si tu fais un peu plus, si tu attends un peu plus, si tu changes un peu plus, alors tout pourrait être différent. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est de l'attachement. Et l'attachement te lie, il t'empêche d'avancer, il te fait vivre en pause. C'est pourquoi rompre le lien dans l'âme est un acte de courage. Il ne nécessite pas de témoins ni de mots qui sonnent bien. Il nécessite une décision brutale. Arrêter de revenir mentalement là où tu n'appartiens plus. Il nécessite du silence, oui, mais un silence chargé de conviction, un silence qui n'attend rien, qui ne projette pas, qui ne se souvient pas avec nostalgie, mais avec clarté. Et quand tu le fais, quand tu coupes vraiment ce fil interne, tu le sens. Tu sens comment le poids tombe, comment le souvenir ne fait plus aussi mal, comment tu ne cherches plus de signes, comment tu n'as plus besoin de regarder en arrière. Parce que le lien ne vit plus en toi, parce que enfin tu es complet sans cette histoire. Ne dis plus rien, ne répète pas le scénario, ne cherche pas à ce que l'autre comprenne. Le lien se brise quand tu décides de fermer le livre, pas la page, le livre, et de le ranger non pas avec rancœur, mais avec apprentissage, pour ne jamais revenir. 7. Observe depuis ta hauteur, ne descends pas pour te justifier. Il y a des moments où tu as envie d'expliquer tout, de dire « je n'étais pas comme ça, je voulais juste aider, j'ai aussi souffert ». Mais ne le fais pas, ne descends pas, ne te rabaisse pas, parce que celui qui veut comprendre a déjà compris, et celui qui ne veut pas le faire, même avec 1000 discours, ne le fera pas. Ta valeur ne se négocie pas dans la salle de jugement des autres. Elle se maintient depuis ton centre, en silence, ferme, haut. Te justifier est un piège. Il semble que tu éclaircis, mais en réalité tu donnes du pouvoir. Tu permets à quelqu'un d'autre d'avoir une voix sur ce que tu es, sur ce que tu as ressenti, sur comment tu as décidé de t'éloigner. Et le pire, tu supplies qu'il valide quelque chose qui était déjà réel pour toi. À quoi ça sert? Si tu as déjà tout donné, si tu as agi avec vérité,
Pourquoi continuer à te battre pour la compréhension là où il n'y a que de l'ego? Il y a des gens qui ont besoin de te peindre en méchant pour pouvoir vivre en paix avec leurs décisions. Qui manipulent le récit pour ne pas se regarder dans le miroir. Qui t'accuse de froideur parce qu'ils n'acceptent pas que tu as posé des limites. Qui te traite d'égoïste parce que pour la première fois, tu t'es choisi. Et si tu descends pour donner des explications, pour justifier ton chemin, tu te mêles dans la boue qu'ils ont créée eux-mêmes. Tu n'es pas obligé de donner des raisons pour être parti. Tu n'as pas à expliquer pourquoi tu as fermé la porte, pourquoi tu es fatigué, pourquoi tu n'es plus disponible. Tu sais ce que tu as vécu, tu sais ce que tu as supporté, tu sais combien de fois tu as essayé de sauver quelque chose que toi seul soutenais. Alors, pourquoi maintenant tu m'en dirais la compréhension? Non, tu ne descends pas, tu observes. Depuis ta hauteur, depuis cet endroit où tu es arrivé après t'être brisé et t'être reconstruit sans que personne ne te voie. Non pas comme un acte de supériorité, mais de respect pour toi. Parce que tu n'es plus là pour te battre pour des espaces dans des cœurs qui n'ont jamais été un foyer. Tu n'es plus là pour concourir pour l'attention. Tu n'es plus là pour débattre de ta dignité. Et oui, ils vont te provoquer, ils voudront toucher tes blessures, ils attendront que tu réagisses, que tu exploses, que tu dises quelque chose, parce que quand ils ne réussissent pas à te manipuler, ils essaient de te déstabiliser. Mais là est ton défi, ne pas leur donner ce pouvoir, ne pas tomber, ne pas entrer dans la scène qu'ils ont écrite pour que tu agisses comme ils l'espèrent. Garde ton énergie, garde-toi. La vraie force n'est pas de crier ta vérité, c'est de la soutenir en silence, c'est de les regarder agir comme si de rien n'était et pourtant de ne pas bouger. C'est de voir comment ils déforment l'histoire et de ne pas ressentir le besoin de la corriger. Parce que celui qui est en paix avec sa décision n'a pas besoin de convaincre personne. Laisse-les dire, laisse-les inventer, laisse-les te regarder bizarrement. Continue à marcher, continue à grandir. Que le bruit reste derrière, parce que celui qui est en haut ne crie pas pour se faire entendre. Il observe seulement et continue, sans haine, sans rancune, sans s'arrêter. Le silence, une fois de plus, sera ta réponse. Non pas parce que tu ne peux pas parler, mais parce que tu ne veux plus te perdre à expliquer ce que seul celui qui a ressenti la même chose comprend. Et ceux qui n'ont jamais été dans ta peau ne sauront jamais ce qu'il en a coûté pour arriver là où tu es. Alors souviens-toi de ceci, quand l'âme s'élève, elle n'a pas de temps pour les disputes d'ego. Elle agit simplement avec cohérence, et le monde, tôt ou tard, comprend. Ou pas. Mais ça ne te concerne plus. 8. Fleuris là où personne ne te regarde. Tu n'as pas besoin de témoins pour renaître. Le véritable changement n'arrive pas quand tout le monde te voit sourire à nouveau. Il arrive bien avant, quand tu es seul, pleurant en silence, fatigué de répéter des schémas, marre de donner plus que tu ne reçois. C'est là, au fond, que tout commence. Là où il n'y a plus de spectateurs, juste toi face à ce que tu es, et décidant en qui tu vas te transformer. Fleurir n'est pas revenir plus fort pour prouver que tu as pu. Ce n'est pas enfiler l'armure et sortir dans le monde pour dire « Regardez-moi, je ne souffre plus ». C'est aussi de l'ego déguisé. Fleurir, c'est lâcher le besoin de prouver quelque chose. C'est guérir sans le crier. C'est construire dans l'ombre pour que, quand le monde te voit, tu ne sois plus le même et que tu ne te soucies plus qu'il le remarque. Il y a une beauté silencieuse chez celui qui décide de grandir quand personne ne le regarde. Parce que cette croissance est réelle. Il n'y a pas de masque, pas de pause, pas de public. Il n'y a que l'effort quotidien, les petites décisions, la douleur affrontée, les nouvelles habitudes, les limites enfin respectées. Et tout cela se produit quand tu t'éloignes du bruit et que tu reviens à toi. Beaucoup ne changent que pour être admirés. Mais c'est fragile. Cela se brise avec la critique, avec le manque d'attention, avec l'absence d'applaudissements. En revanche, celui qui fleurit en solitude le fait parce qu'il ne peut plus rester qui il était, parce qu'il a compris que sa paix vaut plus que n'importe quelle validation, parce qu'il ne cherche plus l'approbation, seulement la cohérence. Tu n'as pas besoin de raconter chaque progrès, tu n'as pas à publier chaque réussite, chaque cicatrice guérie, chaque nouvelle étape.
garde quelque chose pour toi. Non par peur, mais par respect. Parce qu'il y a des batailles qui sont tellement tiennes que les rendre publiques serait profaner ce que tu as eu tant de mal à reconstruire. Parce qu'il y a des racines qui poussent plus profondément quand personne ne les observe. Et fleurir ne signifie pas non plus que tout va bien. Cela signifie que tu as choisi de continuer à grandir malgré la douleur, que tu ne t'es pas arrêté en attendant une justice émotionnelle, que tu as lâché l'idée de vengeance et que tu t'es concentré sur la construction, que tu as cessé de réagir et que tu as commencé à créer. C'est là le véritable triomphe, quand tu cesses de vivre pour l'autre et que tu commences à vivre pour toi. La vie ne va pas s'arrêter pour te féliciter à chaque pas, mais cela ne signifie pas que tu n'avances pas. Le silence fait partie du processus, l'incompréhension aussi. Tu apprendras à fleurir dans l'obscurité, parmi les questions sans réponse, parmi les adieux sans clôture, parmi les souvenirs qui font encore mal, mais qui ne dominent plus. Tu apprendras à grandir sans témoin. Et cela te rendra imbattable. Parce que celui qui fleurit quand personne ne le voit, le fait depuis la racine, depuis le plus profond. Et ce type de croissance ne peut plus être arraché. Il ne dépend plus de personne. Il n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Il est authentique, il est ferme, il est à toi. Alors, n'attends pas que quelqu'un applaudisse ton changement. Tu n'as pas besoin d'approbation pour évoluer. Choisis de fleurir en paix, en silence, à ton propre rythme. Et un jour, sans t'en rendre compte, tu te regarderas dans le miroir et tu ne reconnaîtras pas celui qui suppliait l'amour, celui qui se taisait par peur, celui qui se contentait de miettes. Parce que ce n'est plus toi. Tu es la version qui a éclos sans permission, sans spectateur, sans besoin de bruit. Et celle-là, sans aucun doute, est ta plus grande victoire. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. Une personne peut passer des années enfermée dans une cellule, sans se rendre compte que la porte a toujours été ouverte. Le problème, c'est que ce n'était pas la serrure qui la gardait prisonnière, c'était le confort de l'enfermement. Parce que l'enfermement ne fait pas si mal. Il n'exige pas, il ne pousse pas, il te laisse là, immobile, rêvant de liberté, mais sans faire un pas vers elle. C'est ainsi que vit la majorité. Emprisonnés par des excuses, par des peurs héritées, par des mensonges qu'ils ont appris à répéter comme des vérités. Et c'est là que ça devient inconfortable. Personne ne va entrer dans cette cellule pour te sortir. Personne, pas ta famille, pas ton partenaire, pas le système, pas une vidéo motivante. Si tu attends que quelqu'un vienne te relever, tu vas continuer à attendre jusqu'à ce que la vie te glisse entre les doigts avec des soupirs et des justifications. Parce que personne ne se soucie plus de ta vie que toi. Et si même toi tu ne prends pas en charge, qui le fera? Je ne te parle pas depuis la fantaisie. Je te parle depuis la réalité, crue, frontale, urgente. Ce n'est pas un discours pour te faire sentir bien. C'est pour que tu réagisses. Parce que pendant que tu attends du courage, il y a des gens qui, avec moins que toi, ont déjà commencé à construire leur sortie. Pendant que tu répètes que ce n'est pas le moment, d'autres, avec plus de peur que toi, avancent déjà. Et pas parce que c'est facile, mais parce qu'ils ont compris quelque chose d'essentiel. Soit tu te rends responsable de tout, soit tu avales le monde sans pouvoir réclamer quoi que ce soit. Cette vidéo est pour ça, pour briser ta cage mentale, pour faire éclater chaque excuse qui te maintient dans la même situation. Pas avec de jolies phrases, mais avec des principes stoïciens qui brûlent, qui poussent, qui réveillent. 8 vérités pour te confronter à toi-même. 8 façons de recommencer sans permission, sans attendre le signal parfait, sans dépendre de personne. Ce n'est pas une invitation gentille, c'est un défi. À vivre avec intention, à quitter la passivité, à devenir quelqu'un qui ne se cache plus derrière ce qui lui est arrivé. Parce que si après tout ça tu attends toujours un sauveur, alors tu n'es pas prêt. Mais si quelque chose en toi s'est agité en écoutant ceci, reste.
parce que tu viens d'ouvrir la porte. Et cette fois, il n'y a pas de retour en arrière. 1. Personne ne va te sauver, alors lève-toi. Tu es né seul, tu vas mourir seul. Et tout ce qui se passe entre ces deux extrêmes est de ta responsabilité. Il n'y a pas de sauvetage, il n'y a pas de raccourci. Personne ne va arrêter sa vie pour te sortir de l'endroit où tu as décidé de rester. Personne ne va vivre pour toi. Personne ne va ressentir pour toi. Personne ne va assumer les conséquences de tes actes. Espérer que quelqu'un le fasse est une forme lente d'auto-abandon. Le temps passe, et chaque jour où tu cèdes le contrôle, chaque jour où tu n'agis pas, tu enterres tes possibilités. Ce n'est pas cruel, c'est réel. La vie ne demande pas si tu es prêt. La vie ne s'adapte pas à ton humeur. Elle ne s'arrête pas parce que tu es confus. Elle ne se montre pas clémente parce que tu as eu une enfance difficile, une trahison douloureuse ou un passé compliqué. La vie ne s'en soucie pas. Mais toi, tu devrais t'en soucier assez pour ne pas rester au sol. Lève-toi, sans discours, sans attendre que tout ait un sens, sans que personne ne te donne la permission. Parce que si tu ne le fais pas, tout ce qui vient après sera plus de la même chose. Inertie, plainte, frustration, parce que tu sais que tu peux faire plus, mais tu ne fais rien avec ça. Parce que tu sens qu'il y a quelque chose en toi qui veut sortir, mais tu préfères le taire. Parce que tu comprends que c'est ton moment, mais tu le laisses passer en espérant que la douleur se transforme en élan. Et ça ne va pas arriver. La douleur ne se transforme que lorsque tu bouges. Les gens peuvent t'écouter, te donner des mots, être là un moment. Mais ils ne peuvent pas prendre en charge ton histoire. Ils ne peuvent pas prendre de décision pour toi. Et si tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre le fera. Un chef, un partenaire, une routine, une peur, une émotion. Quelqu'un ou quelque chose va prendre le contrôle et tu vas regarder ta vie se modeler sans ta participation active. Parce que si tu ne diriges pas, on te dirige. C'est comme ça que ça fonctionne. Le stoïcisme est action. C'est se lever sans excuse. C'est choisir la discipline sur le désir, le caractère sur l'émotion. C'est regarder ton reflet avec sincérité et te demander si aujourd'hui tu as fait quelque chose qui te rapproche de la personne que tu dis vouloir être. Si la réponse est non, alors ne continue pas à justifier ce que tu repousses clairement. Tu n'as pas besoin d'être prêt. Tu as besoin de bouger. Tu as besoin de décider. Tu as besoin de prendre le contrôle, même si ta voix tremble, même si tu as du mal à respirer, même s'il n'y a personne d'autre pour pousser avec toi. Le respect ne se demande pas. Il se construit. Personne ne va te donner de validation si tu t'es rendu toi-même. Personne ne va faire confiance à quelqu'un qui vit d'excuses. Personne ne va parier sur quelqu'un qui ne parie pas sur lui-même. Et si ça fait mal, tant mieux. Que ça fasse mal. Mais que ça ne t'arrête pas. La douleur n'est pas une raison pour s'arrêter, c'est une raison pour continuer. Alors lève-toi, parce que rester en bas, c'est te trahir. Parce que le monde ne va pas t'attendre. Parce qu'il est déjà trop tard pour continuer à agir comme si ta vie était la responsabilité des autres. Parce que maintenant tu le sais. Et quand tu sais, tu ne peux plus regarder ailleurs. Parce que tu peux continuer à le nier. Ou tu peux te lever aujourd'hui et commencer à écrire ton histoire à partir de zéro, avec force, sans pitié, sans permission. Tu décides, mais fais-le debout. 2. Arrête de négocier avec ton esprit, agis. Un esprit sans direction est comme une pièce pleine de miroirs. Tu te regardes sous tous les angles, tu t'analyses, tu te questionnes, tu te confonds, tu tournes en rond, tu te répètes les mêmes pensées encore et encore, mais tu ne sors pas de là. Et le pire, c'est que pendant que tu es coincé dans tes réflexions, la vie continue à l'extérieur. Les gens bougent, les opportunités disparaissent, le temps ne s'arrête pas. Seul toi reste enfermé dans ton propre labyrinthe mental, croyant que penser beaucoup est la même chose que d'avancer. Et ce n'est pas le cas. Penser sans agir est un auto-tromperie. Réfléchir trop devient une forme sophistiquée d'évitement. Négocier avec ton esprit est dangereux, parce que ton esprit sait exactement comment te freiner, comment te faire peur, comment te convaincre de rester où tu es. Il te dit que ce n'est pas le moment, qu'il manque quelque chose, que tu peux le faire demain.
Et si tu ne le freines pas, il te manipule. Ton esprit ne veut pas toujours ta croissance. Souvent, il veut juste que tu survives sans bouger. Mais tu n'es pas venu pour survivre. Tu es venu pour vivre avec intention. Si chaque fois que tu vas faire quelque chose, tu t'arrêtes pour y penser trop longtemps, tu finis par te saboter. Parce que l'esprit aime le confort. Il n'aime pas le risque. Il ne veut pas d'incertitude. C'est pourquoi il répète les mêmes modèles. C'est pourquoi il trouve 1000 excuses. C'est pourquoi il reporte. Mais l'action est la seule façon de briser ce cycle. Seulement en agissant, tu interromps l'inertie mentale. Seulement en prenant des décisions, même avec peur, c'est que tu rééduques ton esprit pour arrêter de te freiner. Le stoïcisme le dit clairement. Fais ce que tu dois faire, pas ce qui te provoque. Pas ce qui te fait te sentir en sécurité, ce qui est nécessaire. Parce que tu n'as pas besoin d'être motivé pour agir, tu as besoin d'être déterminé. L'impulsion va et vient. La clarté aussi. Mais si tu apprends à agir avec ou sans envie, avec ou sans peur, là tu deviens imparable. Parce que tu ne dépends plus de comment tu te sens. Tu dépends de ton engagement envers ce que tu sais que tu dois faire. Chaque fois que tu doutes, tu perds de la force. Chaque fois que tu consultes ton esprit sur ce que tu sais déjà que tu dois faire, tu cèdes le pouvoir. Est-ce que ça te fait mal de te lever tôt? Tu le fais quand même. Est-ce que ça te dérange de prendre une décision difficile? Tu la prends. Est-ce que ça te fait peur d'avancer? Tu avances. C'est ainsi que se forge le caractère. Non pas parce que tu penses, mais parce que tu fais quand tout en toi veut que tu reportes. Il ne s'agit pas d'éteindre l'esprit, il s'agit de ne pas le laisser t'entraîner. Il s'agit d'avoir une direction si claire que, même si les pensées saboteuses apparaissent, tu continues à marcher. Parce que l'esprit se met en ordre quand tu agis, pas avant, pas pendant la réflexion, après le mouvement. C'est là que la confiance apparaît. C'est là que tu comprends que tu n'avais pas besoin de plus de réponses, seulement de plus de courage. Arrête de négocier avec ton esprit, ce n'est pas ton conseiller, c'est un outil. Tu décides de la direction à prendre. Tu choisis si tu l'utilises pour avancer ou si tu permets qu'elle te fige. Et quand tu prendras en charge cela, quand tu comprendras que le doute est vaincu par l'action, tu arrêteras de t'arrêter chaque fois que tu penses trop. Fais ce que tu sais que tu dois faire. Fais-le aujourd'hui. Fais-le maintenant. Ne laisse pas de place aux excuses que ta propre tête invente. Agis et ensuite évalue. Mais ne te paralyse pas, parce que ta vie n'attend pas. Et toi non plus, tu ne devrais pas. 3. Rompe avec ce qui t'affaiblit sans culpabilité. Certaines choses ne se brisent pas d'un coup, elles t'épuisent en silence. Elles sont comme une fuite lente dans la coque d'un bateau. Elles ne font pas de bruit, elles n'alarment pas. Mais si tu ne les détectes pas à temps, elles te coulent. Et le pire, c'est que tu t'habitues à l'eau. Tu t'adaptes aux dégâts, tu les normalises. Tu appelles stabilité ce qui est en réalité de l'épuisement. Tu restes dans ce travail qui t'épuise. Tu maintiens ce lien qui ne te respecte plus. Tu tolères des routines que tu sais ne mener nulle part. Tout cela, jour après jour, t'affaiblit. Et tu restes là par habitude, par peur, par culpabilité. Le problème n'est pas seulement ce que tu portes, c'est tout ce que tu pourrais faire si tu le lâchais. Mais tu préfères garder ce que tu connais. Et cela a un prix. Tout ce qui fait partie de ta vie ne mérite pas d'y rester. Le stoïcisme le rend clair. Si quelque chose nuit à ta vertu, si quelque chose t'éloigne de ton but, si cela te vole ta tranquillité d'esprit, alors ce n'est pas nécessaire. Peu importe combien de temps cela a été avec toi, peu importe qui l'approuve, peu importe si le monde le voit comme une perte, si cela te retire de la force, c'est une raison suffisante pour le laisser derrière. Tu n'as pas besoin d'une explosion pour t'éloigner, juste une décision. Rompre avec ce qui t'affaiblit n'est pas toujours bruyant. Parfois c'est silencieux mais ferme. C'est arrêter de répondre à ce qui te perturbait avant. C'est arrêter de justifier ce qui n'a plus de sens. C'est abandonner le besoin d'expliquer à tous pourquoi tu décides de te prioriser. Parce que personne n'a à le comprendre. Seul toi dois le comprendre. La culpabilité est un piège.
Elle te fait te sentir responsable de t'éloigner de ce qui te détruit. Mais la culpabilité apparaît parce qu'on t'a appris que tolérer est noble, que résister à tout est un signe de force, que supporter est la bonne chose à faire. Mais ce n'est pas le cas. La véritable force n'est pas de supporter ce qui te fait mal, mais de t'en éloigner même si tout le monde s'attend à ce que tu restes là, même si ça fait mal, même s'ils te disent que tu exagères, même si tu te retrouves seul pour un moment. Le caractère ne se mesure pas par ce que tu soutiens, mais par ce que tu as le courage de lâcher. Rompre avec ce qui t'affaiblit n'est pas abandonner, c'est te choisir. C'est comprendre que ton énergie est limitée et ne peut plus être gaspillée dans des choses qui n'ajoutent rien. C'est assumer que tout lien n'est pas sacré, que tout engagement ne mérite pas d'être éternel, que tout ce qui a bien commencé n'a pas à se terminer avec toi détruit. Tu sais quelle chose t'épuise, tu n'as pas besoin d'y penser trop longtemps, tu as juste besoin de courage pour l'accepter et de discipline pour agir. Parce que si tu le laisses pour plus tard, ce plus tard devient jamais. Parce que si tu continues à repousser, tu ne perds pas seulement de la force, tu perds le respect de toi-même. Et cela est plus difficile à récupérer que n'importe quelle relation ou situation externe. Tu n'es pas obligé de soutenir ce qui ne te soutient plus. Tu n'es pas en dette avec ton passé. Tu es en charge de ton présent. Et ce présent exige de la clarté. Il exige que tu coupes avec ce qui te freine, sans drame, sans explication, sans culpabilité. Parce que tu n'es pas fait pour tout supporter. Tu es fait pour vivre en paix. Et cette paix commence quand tu décides d'être loyal envers toi, pas envers ce qui t'affaiblit. 4. Remets en question tout ce qui te limite. Un mensonge répété suffisamment longtemps devient structure. Il n'est pas perçu comme un mensonge, il est ressenti comme la norme. C'est comme grandir dans une maison tordue et apprendre à marcher de travers sans s'en rendre compte. Jusqu'à ce qu'un jour tu sortes, tu vois le monde droit et tu te rends compte que ta façon de marcher n'était pas naturelle, c'était une adaptation. Il en va de même pour beaucoup d'idées que tu portes sans le savoir. Elles ne sont pas à toi, mais tu les défends. Elles ne te servent pas, mais tu leur obéis. Elles ne te renforcent pas, mais tu les répètes comme si elles étaient une vérité absolue. Ton esprit a été programmé depuis le début. Mots, regards, peur, opinion, traumatisme. Tout cela s'accumule comme des couches de peinture sur ta pensée. Et si tu ne nettoies pas, si tu ne grattes pas, si tu ne remets pas en question, tu vis avec des idées qui ne te laissent pas avancer, qui te freinent, qui sabotent toute tentative de changement. Mais comme tu ne les reconnais pas comme des limites, tu penses que tu es le problème. Tu penses que quelque chose ne va pas chez toi alors qu'en réalité, ce qui ne va pas, c'est ce qu'on t'a appris à croire. Je ne suis pas assez. Ce n'est pas pour moi. C'est comme ça que je suis, je ne peux pas changer. Je ne vais pas prendre de risques. Je suis trop vieux pour ça. Combien de fois as-tu répété des phrases comme celle-ci sans te rendre compte que chacune d'elles est une chaîne mentale? Peu importe combien d'habitudes tu adoptes, combien d'objectifs tu te fixes ou combien d'efforts tu fais, si au fond tu gardes un système de croyances limité, tout s'effondre. Parce que tes pensées sont le plafond de ton action. Et si ce plafond est bas, tu ne sauteras jamais assez haut. Le stoïcisme enseigne à penser clairement, à remettre en question ce qui semble automatique, à ne pas obéir sans raison. Un stoïcien ne vit pas en mode automatique. Il s'arrête, il observe, il se demande, cette idée me rapproche-t-elle ou m'éloigne-t-elle de ma vertu? Cette pensée me limite-t-elle ou me pousse-t-elle? Si tu ne fais pas ce travail interne, tu continueras à agir selon un scénario que tu n'as pas écrit. Et il n'y a rien de plus triste que de vivre la vie en suivant des règles invisibles imposées par quelqu'un d'autre. Questionner n'est pas douter de tout par sport. C'est avoir le courage de démonter ce qui te conditionne. C'est regarder en face ce que tu as toujours pris pour acquis et te demander si cela a encore un sens. Parce que souvent, ce qui te maintient bloqué n'est pas le manque d'outils, mais la fidélité aveugle à une narration qui ne correspond plus à ta réalité. Réviser tes croyances n'est pas une trahison envers ton histoire, c'est une responsabilité envers ton avenir.
Il y a des pensées qui t'ont protégé à un moment donné, mais qui te limitent aujourd'hui. Il y a des idées qui étaient utiles dans un autre contexte, mais qui ne le sont plus aujourd'hui. Si tu ne te donnes pas la permission de les mettre à jour, tu vivras prisonnier d'un esprit obsolète. Comme un guerrier formé pour des batailles qui n'existent plus, mais qui continuent à se battre par habitude. C'est inconfortable. Personne ne veut reconnaître qu'il a passé des années à suivre un mensonge déguisé en vérité. Mais si tu ne le fais pas, personne ne le fera pour toi. Ce processus est individuel. Personne ne peut penser pour toi. Personne ne peut nettoyer ton esprit. Personne ne peut abattre les murs que tu as renforcés avec le temps. Seul toi peux le faire. Commence aujourd'hui. Observe tes pensées les plus fréquentes. Demande-toi d'où elles viennent. À qui elles profitent? Quelle partie de toi elles défendent? Et si tu ne trouves pas de raison valable, laisse-les partir. Elles ne te définissent pas, elles te freinent seulement. Questionner est un acte de pouvoir, parce que chaque fois que tu le fais, tu reprends le contrôle. Et là, enfin, tu commences à penser comme quelqu'un de libre, pas comme quelqu'un de programmé, comme quelqu'un qui choisit, et ça change tout. 5. Fais du silence ta plus grande force. Toutes les guerres ne se gagnent pas en combattant. Certaines se gagnent simplement en ne se présentant pas. Non pas parce que tu es faible, mais parce que tu comprends que l'usure n'en vaut pas toujours la peine. Il y a des batailles qui n'existent que pour te provoquer, pour te sortir de ton centre, pour t'entraîner dans une discussion où il n'y a pas de victoire. Et plus tu réagis, plus tu perds de pouvoir. Le silence n'est pas une évasion, c'est une stratégie. Ce n'est pas de la soumission, c'est du contrôle. C'est le choix conscient de ne pas gaspiller ton énergie sur ce qui ne mérite pas de réponse. Le monde te pousse à crier, à te défendre, à expliquer chaque décision. Mais chaque fois que tu ressens le besoin de prouver quelque chose, tu cèdes un peu de ton pouvoir. Chaque mot que tu lances sans réfléchir, chaque impulsion que tu ne maîtrises pas, est une partie de toi qui se filtre et se perd. Et ensuite tu te demandes pourquoi tu finis épuisé, vide, confus. Ce n'est pas le monde, c'est ta réaction constante à tout ce qui se passe. Fais silence. Non pas parce que tu n'as rien à dire, mais parce que tout ne mérite pas d'être dit. Apprends à garder ce qui est précieux. Apprends à conserver ton centre. Le silence bien utilisé n'est pas de l'indifférence, c'est de la sagesse. Il te permet d'écouter davantage, d'analyser mieux, d'agir avec précision. Tu ne fuis pas, tu observes. Tu ne te rends pas, tu choisis quand bouger et quand ne pas le faire. Et c'est quelque chose que peu de gens maîtrisent. Le stoïcisme ne te demande pas de te taire par faiblesse, mais par fermeté. Parce que tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit si tu sais déjà qui tu es. Parce que celui qui est sûr de lui ne crie pas, n'implore pas la compréhension, n'exige pas l'attention. Il agit simplement, et quand il parle, ses mots ont du poids, parce qu'ils ne sont pas une réaction, ils sont une intention. Le silence dérange aussi, surtout pour celui qui a l'habitude d'avoir du pouvoir sur tes émotions. Quand tu ne réponds plus, quand tu arrêtes de te justifier, quand tu ne donnes plus d'explications que personne ne mérite, tu désarmes l'autre. Parce que celui qui attend ta réaction reste sans scénario quand tu choisis de ne pas jouer à ce jeu. Et à ce moment-là, la force change de camp. Le contrôle revient à toi. Mais il ne s'agit pas de garder le silence par orgueil ou par froideur. Il s'agit de protéger ta paix, de ne pas devenir un esclave émotionnel qui répond à chaque stimulus, de ne pas avoir besoin de remplir les vides avec des mots. Celui qui sait être en silence, sait être avec lui-même. Et cela, dans ce monde bruyant, est un acte de véritable force. Parle quand ta parole construit. Tais-toi quand ton impulsion détruit. Non pas parce que tu réprimes, mais parce que tu diriges. Ce n'est pas la même chose de réagir que de répondre. Un esprit entraîné au silence répond avec fermeté. Un esprit désordonné parle sans filtre et finit vide.
tu décides lequel tu veux être. Si chaque attaque t'entraîne, si chaque offense te fait perdre l'équilibre, si chaque conflit fait ressortir le pire en toi, alors tu n'es pas en contrôle. Mais si tu apprends à utiliser le silence comme bouclier, comme épée, comme pause, tu vas commencer à gagner du terrain. Non pas dans le monde extérieur, mais en toi. Parce que c'est là que tout se décide. Fais du silence ta plus grande force. Que ton calme désoriente. Que ta présence parle. Que ton énergie ne se gaspille pas dans l'inutile. Tu n'es pas venu pour convaincre qui que ce soit. Tu es venu pour vivre en cohérence. Et cela, parfois, commence par fermer la bouche et ouvrir les yeux. C'est là que commence le véritable contrôle. 6. Construis la paix, même au milieu du chaos. Tous les environnements ne peuvent pas être contrôlés. Toutes les personnes ne vont pas changer simplement parce que tu as mûri. Toutes les situations ne vont pas s'améliorer lorsque tu seras prêt. Et c'est le point. La vie ne va pas se mettre en pause pour que tu trouves le calme. Soit tu apprends à le construire pendant que tout bouge, soit tu finis par être une conséquence supplémentaire du bruit extérieur. Attendre que la paix vienne de l'extérieur, c'est te condamner à l'instabilité permanente. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour te provoquer, quelque chose qui échoue, une attente brisée, une situation que tu n'as pas demandée. Et si chaque chose te secoue, si chaque événement te décompose, alors il n'y a pas de véritable contrôle. Juste une illusion de bien-être soutenue par des conditions fragiles. La véritable force ne se mesure pas à la façon dont tu te comportes lorsque tout va bien. Elle se voit dans la façon dont tu te tiens lorsque les choses se gâtent, lorsque la pression monte, lorsque les émotions veulent te dominer. Si tu peux maintenir la clarté au milieu du chaos, alors tu es en contrôle. Et ce contrôle n'est pas hérité, il s'entraîne. Le stoïcien ne cherche pas un monde parfait. Il sait qu'il n'existe pas. Il sait que le conflit fait partie de l'existence, que l'inconfort fait partie de la croissance, que le désordre fait partie du chemin. Mais cela ne signifie pas qu'il abandonne. Cela ne signifie pas qu'il réagit sans contrôle. Il devient le point fixe au milieu de toute l'instabilité. Et cela ne se réalise pas avec la théorie. Cela se réalise avec la discipline interne, avec une surveillance constante des pensées, avec des décisions conscientes sur ce qu'il faut nourrir et ce qu'il faut laisser mourir en soi. Beaucoup pensent que la paix est l'absence de problèmes. Ce n'est pas le cas. La paix est la présence d'un ordre mental, même lorsque tout crie à l'extérieur. C'est pouvoir respirer profondément au milieu d'une attaque, prendre des décisions sans se laisser emporter par la colère, continuer avec dignité lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Cela ne s'improvise pas. Cela se construit, décision après décision, en renonçant au besoin d'avoir raison ou le contrôle absolu de tout ce qui t'entoure. Parfois, construire la paix signifie s'éloigner. D'autres fois, rester et résister calmement. Parfois, c'est se taire. D'autres fois, parler fermement sans perdre son centre. Il n'y a pas une seule façon, mais il y a un principe commun. Ne pas permettre que l'extérieur gouverne ton monde intérieur. Parce que lorsque cela se produit, tu perds. Tu perds de l'énergie, tu perds du temps, tu perds du respect pour toi-même. Commence par identifier ce qui te vole la tranquillité. Quelle personne, quelle routine, quelle pensée. Ensuite, décide ce que tu peux lâcher, ce que tu peux changer et ce que tu dois simplement accepter sans te laisser emporter. Parce que tout ne se corrige pas. Certaines choses ne font que passer. Et pendant ce temps, tiens bon. Reste dans ce que tu sais qui te fait du bien. Lis, entraîne-toi, réfléchis, travaille. Non pas pour échapper, mais pour créer une structure. Parce que la véritable paix n'est pas passive. C'est une base solide sur laquelle tu construis, même lorsque le monde extérieur s'effondre. Ne vis pas en attendant le moment parfait. Il n'existe pas. Il n'existe que ta capacité à agir calmement au milieu du mouvement. Et si tu peux y parvenir, alors le chaos perd de sa puissance. Non pas parce qu'il disparaît, mais parce qu'il n'a plus accès à ton centre. Là, sans bruit, sans applaudissements, sans explication, commence la véritable paix. Et à partir de là, ce que tu construis sera à toi, solide,
intouchable. 7. Pardonne-toi et recommence avec force. La chute n'est pas ce qui détruit. Ce qui détruit, c'est de rester allongé à regarder le sol comme s'il t'appartenait. Ce n'est pas l'erreur qui te brise, c'est le discours interne que tu utilises ensuite pour te punir. Et tu le répètes encore et encore, ce que tu as fait, ce que tu n'as pas dit, ce que tu aurais dû éviter. C'est ainsi que se forme le nœud. Et plus tu resserres cette culpabilité, plus tu es loin de progresser. Tu n'es pas venu pour traîner ton passé, tu es venu pour l'utiliser, pour le comprendre, pour le mettre sur la table et te demander ce que tu peux faire maintenant que tu ne savais pas alors. Parce que si toute cette douleur, toute cette erreur ne t'a pas servi à devenir plus lucide, alors tout ce que tu as fait a été de souffrir sans raison. Et cela serait impardonnable. Les gens te jugeront pour ce que tu as fait. Mais tu dois te juger pour ce que tu fais ensuite. Si tu te trompes et que tu restes là, perdu dans la culpabilité, alors oui, tu gaspilles ta vie. Mais si tu te relèves et que tu fais quelque chose avec ça, alors tu as commencé à écrire une histoire différente. Le passé ne s'efface pas, il se surmonte. Et le surmonter ne signifie pas le nier. Cela signifie qu'il ne te gouverne plus. Te pardonner est une forme de respect. Pas d'excuses, pas d'oubli, pas d'adoucissement de ce qui a été. C'est te regarder avec honnêteté, sans fioriture, sans victimisation, et reconnaître que tu as échoué parce que tu étais moins conscient, moins fort, moins toi. Et maintenant que tu le vois, maintenant que tu le comprends, il n'a pas de sens de rester attaché à cette version antérieure. Tu te dois une chance d'agir avec ce que tu as appris. Et tu ne peux le faire que si tu lâches la culpabilité. Le stoïcisme parle de responsabilité, pas de punition. Il ne cherche pas à ce que tu te détestes pour chaque erreur. Il cherche à ce que tu les affrontes, que tu les transformes en caractère, que tu les utilises comme point de départ, pas comme une peine perpétuelle. Tomber ne te définit pas. Répéter la même chute tout en te haïssant à l'intérieur, oui. Chaque fois que tu décides de ne pas avancer parce que tu ne t'es pas encore pardonné, tu choisis de stagner. Personne ne viendra te donner une absolution magique. Personne ne comprendra tout à fait ce que tu as fait, pourquoi tu l'as fait, ou ce que tu as ressenti. Et c'est bien. Tu n'en as pas besoin. Tu as besoin de regarder à l'intérieur, de reconnaître ce que tu as fait de mal, d'assumer ce que tu devais assumer, et d'avancer avec plus de poids dans la conscience, mais moins de charge émotionnelle. Ce n'est pas de la reddition, c'est de la maturité. Parce que vivre en te punissant n'est pas noble, c'est destructeur. Ça ne répare rien. Ça ne fait que perpétuer la même culpabilité qui te paralyse. Et il n'y a rien de plus injuste que de t'empêcher de grandir, simplement parce qu'une ancienne version de toi ne savait pas faire mieux. Tu décides si cette erreur devient une croix que tu portes ou un outil qui te rend plus sage. Tu décides si tu te définis par ton pire moment ou par ce que tu as fait après lui. Et personne ne prendra cette décision pour toi. Recommence. Avec une autre mentalité, avec une autre énergie, avec la certitude que tu n'es plus la même personne. Tu n'as pas besoin de prétendre que tout va bien. Tu as juste besoin d'agir comme quelqu'un qui n'est plus prêt à rester coincé dans son passé. C'est ta vie, c'est ton moment. Et si tu te pardonnes vraiment, si tu le fais à partir de la responsabilité et non de l'évasion, alors le chemin se dégage. Parce qu'enfin, après tant d'arrêts, tu vas pouvoir bouger avec la force de quelqu'un qui a compris l'essentiel. Que la valeur d'une personne ne réside pas dans le fait de ne pas tomber, mais dans le fait de savoir se relever avec un but. 8. Ne repousse pas ta vie, agis avec un but. Repousser la vie est devenu une habitude, comme si tu avais des années garanties, comme si le temps était une ressource renouvelable, comme si après avoir repoussé l'important, tu allais quand même arriver partout. Mais ce n'est pas le cas. Tu ne sais pas combien de temps il te reste. Tu ne sais pas s'il y a du temps après. Et pourtant, tu continues à te comporter comme si tout pouvait attendre, comme si tu pouvais attendre. L'urgence n'est pas de l'anxiété, ce n'est pas courir sans but, c'est la conscience du temps. C'est savoir que chaque jour perdu est une opportunité de moins d'impacter, de construire, de laisser quelque chose qui vaut la peine.
Parce que tu vas partir, c'est sûr. La seule question est de savoir si tu vas laisser autre chose que des souvenirs flous et des promesses que tu n'as jamais tenues. Vivre avec urgence, c'est regarder ton présent avec respect. Pas comme une transition, pas comme une répétition, comme le seul moment réel que tu as. Parce que la vie ne te consulte pas. Elle passe, simplement. Et si tu n'es pas dedans, elle t'échappe. Et il arrive un moment où tu ne peux plus rien récupérer. Ni le temps gaspillé, ni les mots non dits, ni les décisions que tu n'as pas prises. Il ne s'agit pas de tout faire en même temps. Il s'agit de ne plus repousser ce que tu sais qui compte. Qu'attends-tu? Que tout soit parfait, qu'il n'y ait pas de peur, que quelqu'un vienne te donner de la sécurité? Cela n'arrivera pas. Il y aura toujours des doutes, du bruit, des obstacles. Et pourtant, tu dois bouger. Parce que si tu ne le fais pas, tu ne perds pas seulement du temps, tu perds la vie. Et celle-ci ne revient pas. Les stoïciens ont compris cela comme peu d'autres. Memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Pas pour te faire peur, pour te secouer. Pour que tu comprennes que tu ne peux plus repousser les décisions, cacher ta voix, répéter des habitudes qui t'éloignent de qui tu peux être. Chaque minute que tu gaspilles est une partie de toi qui ne revient pas. Et continuer à attendre est une façon déguisée de se rendre. Tu n'es pas né pour simplement remplir les jours. Tu es né pour laisser une marque. Pas dans le monde, pas dans l'histoire, mais dans la façon dont tu vis, dans ton niveau de présence, dans ta capacité à répondre aux défis avec courage, à prendre ce qui te fait mal et à le transformer en direction, à fermer les cycles avec maturité, à parler avec vérité même quand cela dérange. Cette empreinte, tu ne la laisses pas quand tout est prêt. Tu la laisses chaque fois que tu décides d'agir avec fermeté au lieu de rester endormi. Tu la laisses quand tu fais ce qui te dérange, parce que tu sais que tu en as besoin. Quand tu choisis la discipline sur le plaisir momentané. Quand tu dis ce que tu dois dire, même si personne n'applaudit. Quand tu restes silencieux parce que tu sais que la réaction ne vaut pas ton énergie. Quand tu te relèves après être tombé sans que personne ne le remarque, sans attendre de reconnaissance. Tu choisis. Tu peux continuer à tourner en rond. Tu peux continuer à justifier la pause éternelle. Tu peux continuer à te promettre que demain, oui. Ou tu peux faire quelque chose aujourd'hui, même si c'est petit, même si c'est inconfortable, même si personne ne le comprend. L'urgence n'est pas de courir, c'est de vivre avec intensité. C'est de ne pas laisser tes jours passer vides. C'est de comprendre que tu as une seule vie et qu'elle se passe maintenant. Et toi, en ce moment, tu as tout ce qu'il faut pour commencer à laisser une empreinte qui compte vraiment. Pas pour tout le monde, pour toi, pour ta conscience, pour le respect que tu te dois. Parce que si tu réussis à vivre ainsi, alors quoi qu'il arrive après, tu pourras regarder en arrière et dire « Je n'ai rien gardé pour moi. J'ai vraiment vécu. » Et ça, à la fin, c'est la seule chose qui compte. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner.